Deuxième partie de ce live politique, et nous sommes toujours en direct sur la page Facebook d'LCI et nous sommes toujours avec Maurice Ulrich, éditorialiste politique à l'Humanité. N'hésitez pas à poser vos questions, cette fois-ci à Marie-Noëlle Lienemann qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice PS de Paris. On a appris en fin de journée le décès de Nicole Bricq, 70 ans, ancienne ministre de François Hollande. Sénatrice PS comme vous pendant très longtemps, elle avait rejoint La République En Marche cette année. Vous la connaissiez bien? Ah ben bien sûr, on a eu un long parcours au Parti Socialiste avec des différences d'approche très nettes. Elle était en pleine forme, elle l'a défendu, on s'est même un petit peu alpagué dans le débat sur la loi travail avec beaucoup de conviction, comme souvent chez Nicole. Son décès brutal était évidemment inattendu. Et moi, je trouve que c'était une dame qui fait honneur à la politique parce qu'elle a toujours osé défendre ses convictions vraiment, pas trop de contournements. Je prends un exemple, rappelez-vous, les fameux forages, quand elle était ministre de l'Environnement, elle était contre l'influence des groupes pétroliers, elle a perdu ce poste, elle en a eu un autre, mais quand elle a suivi La République En Marche, c'était ses convictions depuis longtemps et quelque part, elle était en cohérence avec ses choix. Alors, on va parler du Sénat et de ces élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre. Vous pourriez, Marie-Noëlle Lienemann, quelque part être la prochaine victime du bouleversement de l'échiquier politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Je rappelle le contexte pour ces élections. Vous êtes toujours en position éligible sur la liste du PS, jusqu'à ce que La République En Marche dépose face à vous une liste conduite par Julien Bargeton. C'est un ancien socialiste adjoint d'Anne Hidalgo, mais donc sur cette liste La République En Marche, il peut grignoter des voix aux socialistes et mettre en danger votre futur... Oui, au-delà de ma personne, qui est certes importante, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sénateurs du courant de gauche dans le Parti Socialiste, et je ne crois pas que ce soit moi qui soit en cause dans cette affaire. Moi, je crois qu'il y a toute raison de penser que je peux être élue. Pour quelle raison? C'est que l'enthousiasme devant la politique d'Emmanuel Macron commence à s'estomper. Les réalités rattrapent le discours. La politique autrement est d'un classicisme confondant. Donc à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que l'équipe municipale d'Anne Hidalgo soit consolidée, que la gauche soit capable d'être assez unie et de peser. Je ne crois pas que la dispersion l'emportera dans notre camp, au PS. On est varié, on est divers. Il faut que ce soit une force et pas une faiblesse. C'est tout l'enjeu de la période. Maurice Ulrich, quels sont les enjeux de ces sénatoriales, aussi bien pour le Parti Socialiste, parti de Marie-Noëlle Lienemann, que pour La République En Marche, qui n'a pour l'instant qu'une vingtaine de sénateurs, puisque c'est un nouveau parti? Les enjeux, c'est un peu compliqué, parce que finalement, le rôle du Sénat, il reste toujours un petit peu... flou dans l'esprit des Français surtout. Enfin bon, d'ailleurs, il faut quand même rappeler, parce que les auditeurs ne l'ont peut-être pas toujours en tête, mais que les élections sénatoriales sont une élection au second degré. Enfin, c'est-à-dire que ce sont les grands électeurs qui votent, ce qui complique effectivement les choses, puisque à partir de là, ce sont déjà des élus qui votent pour des élus. Bon, on peut discuter d'ailleurs du rôle du Sénat de ce point de vue, de la dimension institutionnelle du Sénat de ce point de vue-là. Hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Sénat a un rôle quand même aujourd'hui très important, qui est de revoir les lois, de les modifier en seconde lecture, puis ils reviennent à l'Assemblée, etc. Donc c'est très important. Et de ce point de vue-là, je pense, moi, que le fait qu'il y a déjà une majorité en marche suffisante à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas la peine d'avoir un trop grand groupe au Sénat. D'autant qu'effectivement, on va se retrouver encore une fois avec des gens qui auraient, dans ce cas-là, bénéficié effectivement de cet élan autour de Macron et du macronisme, mais qui, au fond, n'ont pas forcément une ossature politique réelle. Et donc, je partage de ce point de vue-là un peu l'analyse de Mme Lienemann, à savoir qu'on peut penser que d'ici les sénatoriales, il peut y avoir un peu une petite levée de l'illusion lyrique macronienne, que j'appelle un peu comme ça, c'est-à-dire cette impression, on va tout changer, on va tout bouleverser, etc. Et que, c'est selon une formule que j'aime bien, ces gens qui se prennent pour les phares de la modernité quand ils ne font que recycler les vieilles lunes du libéralisme, ça va peut-être se voir quand même. Voilà. Alors moi, je voudrais plaider pour le Sénat. Parce qu'évidemment, c'est parce que je suis sénatrice, donc de fait, on le voit à l'intérieur différemment que quand on n'y est pas. D'abord, les grandes démocraties ont 2 chambres. Et pourquoi 2 chambres? Parce que ça donne de l'espace-temps, des allers-retours, un rapport, non pas l'impulsion du moment, mais le fait que la loi soit opérationnelle, etc. Je vais vous donner un exemple.
S'il n'y avait pas eu la double lecture, la déchéance de nationalité pour les binationaux avait été votée, en cas de terrorisme évidemment, avait été votée par l'Assemblée nationale. Le fait qu'il y ait deux lectures a fait qu'il y avait au Sénat des résistances, parce que plus traditionnellement attachés aux libertés publiques, et la société a eu le temps d'exprimer son inquiétude, son désaccord, et ça a pesé dans les choix finaux du président de la République et du gouvernement de l'époque. Et puis je vous donne un deuxième exemple, on a parlé du verrou de Bercy. Mais c'est parce que le Sénat a voté un amendement demandant la levée du verrou de Bercy pour la troisième fois. Donc, c'est pas un Sénat toujours très, très progressiste, mais enfin, il tient à des principes. Et le verrou de Bercy, bon, c'est l'Assemblée qui n'a pas voulu le voter. Vous savez, c'est cette fameuse possibilité. Mais la même chose sur le pantouflage des hauts fonctionnaires, qui avait été voté par le Sénat et que l'Assemblée a refusé. Donc, cette confrontation entre les deux chambres est une force pour notre démocratie, pour que ce soit une démocratie efficace et solide. On comprend mieux le rôle du Sénat. Oui, mais il est vrai que, je dirais, a priori, les sénateurs ont effectivement ce recul, cette nécessité d'un peu de temps pour revoir les choses avec un peu plus de sérénité, peut-être. Et en même temps, on voit bien que si Emmanuel Macron, visiblement, a envie de se passer plutôt du Parlement ou de le techniciser dans le mauvais sens du terme pour en faire des assemblées le Sénat sera d'autant plus important. D'experts. Effectivement, le rôle du Sénat sera d'autant plus important, d'où effectivement l'inconvénient, je dirais, si on avait aussi une majorité en marche au Sénat. Quel rôle pour le Sénat dans le texte qui a donc été voté par le Parlement sur cette loi d'habilitation pour les ordonnances loi travail? Vous les avez combattus, vous étiez un peu en minorité. Est-ce que c'est dur de représenter les valeurs de gauche au Sénat? Bah, c'est pas plus dur qu'ailleurs, parce que la réalité, c'est que le Sénat... C'est pas moins dur qu'ailleurs. C'est le Sénat est à droite. Oui. Hein. Alors, il est clair qu'en plus, ce texte était quand même très matricé à droite. Donc le Sénat, youpi, il en a rajouté encore des louches, mais il s'est trouvé comme un poisson dans l'eau par rapport au grand choix qui était proposé par le gouvernement et par la République en marche. Et là, évidemment, on était, nous, à gauche, très minoritaires. J'observe toutefois qu'à la fin du fin, les trois groupes de gauche ont voté contre ce projet de loi d'habilitation. Non sans difficulté au sein du groupe socialiste. Mais quand même... Alors expliquez-nous un peu les coulisses justement de ce rapprochement qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps entre les différents groupes de gauche, à l'Assemblée également, hein, France Insoumise, Parti communiste et socialiste. Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu des coulisses. Il y a la réalité de ce texte. Bien sûr. Parce qu'une chose est de dire on va flexibiliser. Alors, on avait pendant des années le grand discours du donnant-donnant. On va vous donner de la flexibilité, vous aurez de la sécurité. On n'a pas eu trop de mal à expliquer qu'il n'y avait pas de donnant du côté des salariés. Parce que quel est l'avantage ? Vous voyez, par exemple, quand on a rallongé l'âge de départ en retraite, le nombre d'années, on nous a dit il y aura la pénibilité. Bon, il y avait un donnant-donnant. Moi, je trouvais que c'était un peu un jeu de dupe, mais bon, c'était quelque chose. Là, il n'y avait pas de donnant-donnant. Donc déjà, pour un socialiste qui, même modéré, l'idée qu'on flexibilise sans contrepartie, c'était quand même bien. Et puis, quand on rentre dans le détail des choses, quand on voit, par exemple, alors je passe sur la hiérarchie des normes, qui est un débat qui a déjà eu lieu sur la loi El Khomri, pour un certain nombre de nos collègues, c'était plutôt favorable à cela. Mais néanmoins, quand vous voyez que, par exemple, on supprime les CHSCT, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la santé, les accidents du travail, enfin tous les risques, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de risques environnementaux, il y a de plus en plus de risques dans les conditions de travail des gens, et qu'on nous explique qu'il y aura une grande stratégie unique, donc moins de délégués du personnel, moins de délégués représentant les salariés, ben là quand même des socialistes modérés considèrent que ce genre d'attitude va avoir à terme un effet très négatif sur les conditions de travail de nos concitoyens. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais c'est pour vous dire que c'est les faits qui les ont convaincus plus que des tractations. Tout ça est en train de remobiliser la gauche. Alors justement, oui, c'est la question qu'on peut poser à Marie-Noëlle Lienemann et que les gens de gauche peuvent se poser. Est-ce qu'au fond, ces votes bienvenus, on va dire, sont peut-être un point d'appui, une possibilité de redémarrage pour la gauche? Alors moi, je pense que la gauche, disons-le franchement, elle est dans une situation extrêmement difficile. Évidemment. Le Parti socialiste est quand même assez explosé, les communistes sont très affaiblis. Bon, il n'y a que la France insoumise qui, à partir, si on prend en compte le résultat de Jean-Luc Mélenchon, mais quand même
le résultat législatif était nettement moindre, qui se porte mieux. Mais alors, comment faire, en gros? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de reconstruire, je dirais, une gauche avec une partie du Parti socialiste, dont vous, Madame Lienemann, bien évidemment, mais puis d'autres, peut-être Benoît Hamon, bien sûr, mais les communistes, une partie des écolos, peut-être, et Jean-Luc Mélenchon. Pas commencer à dire et une la partie, France insoumise. Hein, parce qu'une partie du PS est déjà partie, je peux dire. Donc, le reste des gens qui restent socialistes ne sont pas tous très à gauche, mais sont quand même pas d'accord avec l'idéologie libérale d'Emmanuel Macron et aussi cette espèce de discours de l'homme providentiel, etc. Donc, nous sommes toutes les partis de gauche, toutes les structures de gauche et tous les mouvements de gauche sont devant la question stratégique de comment réussissons-nous une nouvelle gauche pour les temps d'aujourd'hui. Et le Parti socialiste, de mon point de vue, avec sa direction provisoire, va être au pied du mur. C'est-à-dire quel cap stratégique il choisit. C'est-à-dire est-ce qu'il considère qu'il reste un des grands partis piliers d'une gauche contemporaine, ou est-ce qu'il a décidé d'être un espèce de simili centre-gauche, comme il avait finalement dérapé? Moi, je vais proposer à la direction du parti provisoire que nous rencontrions toutes les forces de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Je pense que l'ostracisme contre l'un ou l'autre est une erreur fatale. Pourquoi se réunir? Pour faire obstacle aux mauvais coups qui se préparent ici ou là, coups budgétaires, loi travail et d'autres sujets qu'on pourra voir, vous savez, l'avenir de l'UNEDIC. Et en même temps, est-ce qu'on est capable de reprendre le chemin de propositions communes, de plateformes communes? Pas être d'accord sur tout, mais sur des points qu'on juge clés pour la construction de l'identité de la gauche. Est-ce que la thématique que Manuel Valls avait aiguisée, on va dire, voire hystérisée autour des deux gauches irréconciliables, est-ce qu'elle est toujours présente au sein du Parti socialiste aujourd'hui? Moi, j'en ai parfois l'impression, si vous voulez, je pense que Jean-Christophe Cambadélis, il n'est peut-être pas extrêmement clair là-dessus, mais il y en a aussi d'autres. Peut-être, bien sûr que la tentation est de dire, ne parlons pas avec des gens qui veulent notre affaiblissement. Mais moi, je dis l'inverse. Parce que si on ne parle qu'avec des gens qui veulent notre force, il y a 4 pelés et 5 tondus. Parce que le Parti communiste n'a pas comme vocation de renforcer le Parti socialiste. La France insoumise non plus. Donc tout le monde s'est trouvé un peu challenger à gauche. Soit on va au bout de cette logique. Et je ne vois pas comment l'entre-deux dans lequel va se trouver le PS va marcher. Parce que je ne crois pas que c'est l'échec de Macron ou l'échec de Mélenchon qui vont nourrir une adhésion, une appétence pour un nouveau Parti socialiste. Ou bien alors on a le courage de dire on croit qu'on a des idées capables de gouverner. Et à ce moment-là, on fait comme François Mitterrand l'avait fait en son temps. Je vous rappelle que le Parti communiste était ultra dominant. On lui disait, vous allez vous faire manger par le Parti communiste. Je ne dis pas que l'issue sera du même ordre. Je dis simplement la dynamique de rassemblement est incontournable. Et quand on veut se rassembler, il faut parler avec tous. Il y a toujours au sein du Parti socialiste, je dirais, me semble-t-il, cette idée qu'il y a au fond un parti socialiste de gouvernement qui, lui, serait prêt à prendre en compte un certain nombre de réformes, etc., d'où l'approbation de la loi El Khomri par une part de vos députés, et puis ceux qui sont accusés d'être utopiques, de rêver, etc. Si on va dialoguer, si on fait le cap stratégique de dire on fait l'unité des forces de gauche nouvelle, c'est pas l'unité, c'est un rassemblement d'ailleurs au-delà des forces de gauche, parce qu'on sent bien que nos partis ne représentent plus. Il y a des tas de mouvements dans la société, il y a des associations, il y a des mouvements sociaux. Absolument, donc c'est un petit peu, quand je parle d'un rassemblement, c'est pas que la configuration, mais il faut d'abord dialoguer, et moi je prétends que le Parti socialiste a raison de défendre une gauche de gouvernement. Mais une gauche de gouvernement, c'est pas une gauche de renoncement. Et pour être sûr, pour valider qu'on est capable de se rassembler à gauche, et qu'on est capable d'avoir une gauche de gouvernement, la meilleure façon, c'est de parler d'un programme de gouvernement, d'axes programmatiques. On n'est pas obligé de rentrer dans le sous-détail. Mais où sont les grands changements qu'on peut construire par l'action gouvernementale ou législative, sachant que dans toute société, les choses bougent pas seulement par l'action du haut et des lois, mais aussi par les mouvements de la société elle-même. Mais il y a quand même, vous parlez aussi donc de parler avec tout le monde, avec, vous venez de le dire, avec les communistes, les écologistes, etc., mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Mais on a quand même un petit peu le sentiment, même si personnellement, il y a beaucoup d'estime pour Jean-Luc Mélenchon et que son résultat était considérable, on a quand même l'impression qu'il veut continuer son cavalier seul. Oui. Mais non, mais on est dans des impressions. La meilleure façon, c'est de parler honnêtement aux gens.
Si Jean-Luc Mélenchon pense qu'à lui tout seul, en étant cavalier seul, il va être à la hauteur de la tâche historique qui je crois, est dans sa tête, c'est-à-dire c'est d'être un grand leader d'une gauche capable de reprendre le pouvoir et devenir culturellement, à défaut d'être dominante, très forte dans la société française. S'il veut être à la hauteur de cette tâche historique où il estime avoir un rôle important, eh ben, il faut aussi qu'il se mette à cette hauteur-là. De la même manière, les leaders socialistes, s'ils ne veulent pas être le PRG ou le bagage accompagné d'Emmanuel Macron, ou l'espèce de petit groupe entre les deux, et retrouver la force de ce qu'a été un grand parti socialiste aujourd'hui, eh ben, il faut se dépasser. Mais vous croyez vraiment encore à cette union? On en a débattu tant de fois, notamment pendant cette élection présidentielle. Sinon, on fait quoi? Tous des groupuscules qui cohabitent pour se manger? Sur des questions, par exemple, comme l'Europe, qui a quand même été l'un des premiers points clivants entre une potentielle alliance entre Jean-Luc Mélenchon et les socialistes. Il va falloir que certains abandonnent leurs idéaux. Non, jamais. Le rassemblement, c'est jamais s'aligner. C'est le compromis. Il y aura des élections européennes. Elles vont être l'heure de vérité. Il y aura des listes probablement pas unies entre le PS et le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est vrai que ces choix-là, mais ils ont toujours existé. Aux européennes, au moment du programme commun, eh ben, il y avait des choix stratégiques européens qui étaient différents. Mais quand on prend la droite, par exemple, ils sont tous à peu près pro-européens, en tout cas beaucoup plus que le bloc de gauche. Ils sont plus unis? C'est pas faux. D'accord. C'est pas dur d'être unis pour dire gardons l'ordre établi. Ça, c'est toujours facile. La différence entre les socialistes et les communistes et d'autres, et les France Insoumise, c'est que les camarades socialistes pensent qu'on va pouvoir changer l'Union européenne à travers une dynamique de gauche dans les institutions européennes. Pour être franche, moi, je suis entre les deux. Vous n'y croyez peut-être plus. J'ai été vice-présidente du Parlement européen. J'ai siégé dans les groupes sociaux-démocrates. Je les ai vus quand même de plus en plus dérivés libéraux et de moins en moins pour l'Europe sociale qui avait été à l'origine de notre projet. Donc, et certains nous disent Jean-Luc Mélenchon veut quitter l'Europe. Moi, je ne crois pas. Mais donc, à partir de ce moment-là, au lieu de se faire des faux procès, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, il y aura des différences. Mais il y a quand même des zones communes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la logique politique, c'est qu'il y en a un qui a la vérité, tout le monde le suit. Ça a été la logique Macron. C'est la logique 5e République. Puis à peine on est devant le premier problème arrivé, ah mince, on n'est plus tous d'accord. Moi, je prône une capacité de produire ensemble des plateformes assez convaincantes et équilibrées qui permettent à chacun de se retrouver à travers une action vraiment transformatrice. C'est ça le défi. Ce qui me paraît juste dans ce que dit Mme Lienemann, Marine Lienemann, c'est que, en réalité, si on voit bien les choses, et en faisant attention justement à ne pas tomber dans des clichés, etc., mais des rassemblements d'idées, aujourd'hui, sont parfaitement possibles, à mon sens, entre, je dirais, la gauche du PS, enfin, si je peux dire comme moi, ça. Moi, je pense la majorité du PS, parce que je pense qu'elle a changé. La France Insoumise et les communistes, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Depuis la disparition de figures qui, pour le coup, étaient irréconciliables, comme par exemple, pendant la primaire, Benoît Hamon, Manuel Valls, on a vu que d'ailleurs Manuel Valls n'a pas soutenu après Benoît Hamon. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus ces figures un peu clivantes, évidemment, mais moi, je vous simple rappelle que ces figures-là n'étaient pas majoritaires à l'origine dans le Parti socialiste. Il y a eu une sorte d'OPA de la droite du PS qui s'est opérée à l'occasion des primaires où François Hollande a été élu. Il a fait d'ailleurs un discours au Bourget que tout le monde a considéré à gauche. Mais à peine arrivé au pouvoir, il n'a pas fait cela. Donc, le PS n'était pas naturellement à droite. Et Emmanuel Valls ne faisait que 5%. 5% aux primaires du Une PS, des aberrations, c'était qu'un François Hollande appelle comme Premier ministre, après une crise électorale de la gauche, celui qui était le plus marginal dans le Parti socialiste. Et donc, c'est trop facile de dire, il y avait le Parti socialiste n'avait pas son centre de gravité clairement représenté au gouvernement et au pouvoir. Mais comme ce parti est un parti légitimiste, des fois je suis désolée de ce légitimisme excessif, eh ben, il ne s'est pas révolté à temps. Donc, en tout cas, au fond, la primaire a révélé cela. Au fond, c'est bien ça, ce PS-là, donc ce que vous venez de dire, le choix de Manuel Valls, etc., qui a fabriqué Emmanuel Macron, en réalité. Pour une large part, ils ont légitimé. Et quand même l'enfant, je dirais, ils ont légitimé idéologiquement la dérive qu'a Emmanuel Macron. Mais ça, le problème, c'est que le sentiment qu'on a, vu un peu de l'extérieur du PS, c'est que
le Parti socialiste va le payer durablement et profondément. Ça, alors, parce entre que durablement et éternellement, il y a une petite nuance. On est d'accord. Hein, oui. Et on n'est pas obligé d'être là à se jeter des cendres, s'auto-flageller. Bien sûr. Le Parti socialiste peut en sortir. Et il faut qu'il donne des preuves d'où il va. Et il ne s'agit pas de s'aligner ni sur la France insoumise, ni sur le Parti communiste. Il a son identité propre, le Parti socialiste. Bien sûr. Et je pense par exemple qu'il y a aussi la prise en compte de l'écologie qui a été montante dans les idées socialistes et qui maintenant, je pense, est beaucoup plus partagée. Donc il y a cette capacité à retrouver une identité qu'on ne retrouvera pas en vase clos, mais qu'on retrouvera dans une dynamique en parlant avec d'autres et en revenant à nos fondamentaux. Alors quel est l'intérêt à ce moment-là pour Benoît Hamon, voire pour Anne Hidalgo et d'autres sans doute, de créer ces mouvements, ces courants qui justement peut-être à la fois peuvent générer de nouvelles idées, de nouvelles approches, mais qui en même temps donnent le sentiment que tout ça se disperse, que ça part un peu à volo, quoi. Voilà, bon, moi je ne suis pas une fanatique de ça, mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que nous, chacun son histoire. Les socialistes, on a une histoire de pluralisme dans nos gènes. On est un peu les héritiers de tous les clubs de la Révolution, là on est toujours plein de petites... Voilà. Nous on n'aime pas tellement le monolithique. Oui, d'ailleurs Mitterrand était issu d'un voilà, donc à partir de là, dans les périodes de troubles, se reconstituent des clubs, des mouvements, parce que peut-être chacun a besoin de se retrouver pour exprimer vraiment ce qu'il pense. Mais le parti lui-même, et d'ailleurs la gauche en général, doit être un creuset qui rassemble et non pas qui exclut, hein, mais qui rassemble avec quand même des caps stratégiques clarifiés. Est-ce qu'on est un parti de centre-gauche ou est-ce qu'on est un parti pilier d'une nouvelle gauche à reconstruire dans un rassemblement? Moi, mon choix est celui-là et j'espère que les socialistes arbitreront dans ce sens. On parle depuis tout à l'heure de rassembler au-delà même du PS. Je voudrais qu'on regarde les chiffres à l'Assemblée nationale de ce groupe qui ne s'appelle plus d'ailleurs socialiste mais Nouvelle Gauche au moment du vote de confiance au gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron. 5 ont voté pour, 3 ont voté contre, 23 se sont abstenus. Est-ce qu'il ne faut pas déjà réunifier ce simple bloc-là des socialistes ? Mais c'est jamais par le haut qu'on rassemble. Vous savez, ça vient toujours par le bas, le rassemblement. C'est parce que notre peuple a besoin d'une gauche qui soit capable de peser sur les événements, qu'il y aura partout des gens qui vont dire ça ne peut pas durer, il faut qu'on bouge, il faut qu'on propose, il faut qu'on se rassemble. Vous savez, le Front populaire, que si on avait mis dans une même salle Léon Blum, le dirigeant communiste et autres de l'époque, ils se seraient empoignés pendant des heures. Qu'est-ce qui a fait? C'est qu'il y a eu une manifestation contre les ligues et le cri d'unité est venu de la base. Alors, donc je ne pense que ce n'est pas uniquement au niveau des appareils qu'on crée cette dynamique. Mais je crois, Madame Lienemann, qu'il y a quand même un très gros problème pour le Parti socialiste. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de problème, hein, notamment. Ça, s'il y en avait qu'un. Mais ce problème, c'est qu'on a quand même le sentiment au fil de l'histoire qu'à chaque fois que le Parti socialiste se retrouve dans l'opposition, il se reconstruit sur un discours de gauche, et que dès qu'il arrive au pouvoir, c'est une autre chanson, si je puis dire. Hein. Ou alors ça dure quelques temps, voire un an ou deux, comme avec Mitterrand, et puis après... Enfin, avec Mitterrand, ça a quand même duré un peu plus longtemps, il ne faut pas exagérer. Le cap de 83, quand même, il est arrivé assez vite. Il est arrivé assez vite, mais quand même... Il y avait eu des choses... Retour en 2017. Je suis d'accord que le bilan... On est d'accord. Je rappelle qu'on était au 3e rang. Quand Mitterrand quitte le pouvoir, nous sommes 3e ou 5e dans l'indice de développement humain dans le monde. Oui, enfin, nous sommes aujourd'hui de 22 à 23. Hein, donc vous savez bien comme moi que la décennie 80 a été ce qu'on a appelé la décennie des gagneurs, qu'on a mis en avant des figures de... Non, mais je ne vais pas vous redire que tout était mirifique, j'étais déjà... Oui, non, mais justement, cela dit, pour les gens, je crois que c'est un des problèmes d'aujourd'hui, ils ont quand même le sentiment que tout d'un coup, voilà, le PS se retrouve dans la situation où il est aujourd'hui, que du coup, il va réenfourcher le cheval de gauche. Voilà, bien sûr, mais... C'est vrai pour tous les pouvoirs en place, on a de plus en plus de décalage entre ce que les gens annoncent quand ils sont au pouvoir et quand ils arrivent au pouvoir. Et en cela, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres pour dire qu'on a un problème institutionnel. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas une Assemblée nationale qui a un programme qu'il a défini et qu'elle met en œuvre par la responsabilité collective et qu'on fait confiance en un homme qui décide au gré du vent ou au gré des rapports de force ou parfois au gré des problèmes qui s'offrent à lui, du changement de cap, nous sommes dans une crise démocratique profonde. Mais le Parti socialiste doit faire la preuve
qu'il sera extrêmement rigoureux sur le changement des institutions. Et moi, j'insiste, je crois à la nécessité d'une plateforme programmatique commune, présentée pas seulement par le PS et chacun, mais par l'ensemble de la gauche, comme un contrat global de la gauche, ce que nous n'avons jamais eu. On a eu le discours de François Hollande, on a eu le programme de François Hollande, mais depuis des années, nous n'avons pas un contrat collectif présenté aux Français qui nous unirait et qui en même temps nous engagerait. On a beaucoup parlé d'idées, je voudrais qu'on parle d'incarnation des personnalités qui pourraient porter ces idées. Pour l'instant, c'est une direction collégiale au sein du Parti socialiste. Est-ce qu'il faut un chef ? Écoutez, quand il n'y en a pas un qui s'impose spontanément, il vaut mieux une direction collégiale que une bataille dans un tunnel entre des gens qui pour rien du tout, quoi. Bon. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas spontanément un leader au sein du Parti socialiste. On a des personnalités, beaucoup moins qu'auparavant, mais en même temps, c'est peut-être aux nouvelles générations ou à d'autres, parce que ce n'est pas l'âge seulement qui compte, mais de faire ses preuves. Donc, nous ne sommes pas dans la phase où un leader spontané va émettre. Et est-ce qu'on va mourir parce qu'on n'a pas de leader spontané ? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas si on a une feuille de route claire de ce qu'on fait ensemble. Et en particulier, si on a une stratégie avec un cap politique. Moi, je souhaite que dès le mois de septembre, la direction collégiale dise on rencontre toutes les forces de gauche. Je souhaite qu'on ait un congrès qui, dans quelques temps, après avoir de longues discussions, propose vraiment des orientations claires, pas dans le détail, mais sur une dizaine de points majeurs. Et peut-être d'ailleurs que sur chacun des points, on n'est pas obligé de voter le paquet global. Alors, on sait que c'est important quand même pour les électeurs de se retrouver derrière des personnes qui incarnent des courants ou même la gauche dans son ensemble. Je voudrais qu'on regarde, puisque vous en avez parlé, ceux que vous avez perdus cette année, soit parce qu'ils se sont fait éliminer par des scrutins, soit parce qu'eux-mêmes ne se mettent plus en avant. On en a pris 4, mais ça pourrait être d'autres. Mais c'est vrai que ces 4-là étaient très identifiables et des gens pouvaient se retrouver en eux éventuellement. Est-ce que c'est une perte ? Oui, mais il y en a d'autres. Bien sûr, chaque fois qu'il y a des personnalités qui... je ne suis pas sûre qu'Aurélie Filippetti ait dit qu'elle allait abandonner la vie politique. Je ne vous parle pas. Ces personnes-là n'ont pas dit qu'elles allaient arrêter la politique. Voilà. On ne les entend pas. Non, mais attendez, on est dans une période après une défaite. Ils étaient au gouvernement, sauf Arnaud, qui a vécu douloureusement son score à la primaire. Mais bon, ils étaient au gouvernement. Qu'ils prennent un peu de recul pour essayer de voir comment ils analysent ce qu'ils ont fait, comment la gauche en est arrivée là et comment eux pensent pouvoir agir pour l'avenir, me paraît pas malsain. Parce que je crois qu'on est dans une période où il faut que chacun reparte avec un pied d'appel sûr. Et il faut qu'un leader politique qui se présente et qui peut compter dans l'avenir sache ce qu'il veut proposer à son parti et aux Français. Et donc, ils prennent un peu de recul. Bon, c'est sûr que s'ils avaient été élus députés, ça aurait été beaucoup mieux pour nous tous, en tout cas nous à gauche. Mais voilà, je pense que c'est pas anormal qu'ils aient un peu de retenue et de le fait est qu'actuellement, le PS n'est vraiment pas très audible, quoi. Quand on en parle, c'est pour se demander s'il va être obligé de vendre le siège de Solferino. Écoutez, attendez là. Les dernières élections, oui, bien sûr, élections, elles ont 3 mois, 4 mois. On est tombé quand même dans certaines circonscriptions à 10, 12, 6, 8. Bon, on ne va pas du jour au lendemain fanfaronner et redevenir audible. Je dis simplement que dans le même moment, celui qui était sans arrêt être Dieu le Père, César, Jupiter, génial de chez génial, il est déjà dans une situation politique difficile. Je pense très honnêtement et en toute sympathie que, en fait, si vous voulez, on part d'un PS qui avait tout en main, tout. Bien sûr. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, 20 régions, je sais plus, les conseils généraux, les grandes villes, etc. Le PS avait tout. Et on est devant, je dirais, une catastrophe historique pour le Parti socialiste. Pour le coup, je vais vous prendre une comparaison qui n'est pas forcément... Regardez la chute de l'Union soviétique. Tout le monde croyait que tout était tenu, que l'armée tenait, on avait des grandes thèses, etc. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y avait une illusion. Moi, je disais souvent à mes camarades socialistes, vous avez une illusion... Excusez-moi, je vous interromps. Pour le Parti socialiste, je ne reviendrai pas sur la chute de l'URSS, mais pour le Parti socialiste, je pense que ce n'était pas tant une illusion, je pense que ça a été une formidable occasion gâchée. Ah ben bien sûr. Voilà. Mais en même temps, pourquoi il y a si peu de réactions
C'est ça qui me tue. Parce que... Pourquoi il y a eu si peu de réactions? C'est ce que je vous disais, le légitimisme. Mais pourquoi il y avait tant de légitimisme? Parce que quelque part, on avait construit beaucoup notre identité contre, et on n'avait pas suffisamment construit notre identité autour d'un bloc sur lequel on était unis. Oui, mais c'est aussi... c'est aussi parce que François Hollande, le bloc qui était le Bourget, qui était le programme qu'on avait préparé avec Martine Aubry, un peu amodié, et ça pouvait être une bonne base, il ne l'a pas mis en œuvre, mais pourquoi le Parti Socialiste s'est laissé faire? C'est ça qui... Bon, non, mais c'est ça, parce que si vous voulez, non, mais je crois qu'il y a eu aussi, si vous voulez, effectivement, cette forme de légitimisme très préjudiciable, parce que moi, je me souviens bien avoir dit très vite, pas seulement moi d'ailleurs, mais quelques-uns, mais on n'était pas si nombreux, quand même, dès les 2-3 premiers mois de la présidence de François Hollande, de dire attention, il est en train de faire une politique contraire à ce qu'attendent les gens qui l'ont élu. Bien sûr, voilà. et ça, on l'a dit. On avait beau, moi, je suis une des premières, j'ai voté contre le traité européen TSCG. Oui, à chaque fois, on a eu un congrès tout de suite après où on leur a dit vous êtes en train de bifurquer sans l'accord des Français sur une autre ligne politique qui va nous emmener dans le mur, et économiquement ça ne marchera pas. On a eu mais une fois que vous dites ça, le regret du passé, c'est ce que j'allais dire, on analyse énormément le passé. Est-ce voilà. qu'on peut se tourner vers l'avenir? On a parlé des idées pour refonder le parti, on a parlé des incarnations qui peut-être pour l'instant manquent, mais selon vous c'est pas forcément l'essentiel, en tout cas c'est pas urgent. J'aimerais mieux qu'on l'ait, mais on l'a pas, donc on fait ça. Peut-être un peu plus accessoire, vous allez me dire, le changement de nom, ça a été évoqué à un moment donné. Je voudrais qu'on réécoute Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien secrétaire général du parti, à ce sujet. Ce n'est pas impossible, on le décidera. Le Parti socialiste ne peut plus vivre comme la SFIO, c'est-à-dire avec une verticalité. Ça, nous laissons ça à Jean-Luc Mélenchon, à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen. Il faut trouver une nouvelle formule d'agrégat politique. Il faut changer de nom, Marie-Noëlle Lienemann? Moi, j'ai jamais été tellement... Je voudrais qu'on garde le mot socialiste. Justement, il a disparu à l'Assemblée, le groupe s'appelle Nouvelle Gauche. Justement, alors après, on peut s'appeler Nouveau Parti Socialiste, Parti du Renouveau Socialiste. Pourquoi je pense ça? Parce que je crois que c'est très important d'inscrire notre action dans l'histoire. Et quand on voit les crises politiques profondes qu'on appelle identitaires, une de nos identités, c'est comment on s'inscrit dans l'histoire. Et c'est dans l'identité de la gauche française d'avoir une branche socialiste. Socialiste, ça a toujours été l'alliance entre la liberté et l'égalité, ça a été la contestation du capitalisme, mais en même temps, on sait bien que le socialisme à la française, c'est d'abord la République jusqu'au bout. Et je dis cela parce que sinon, ça a été le vieux débat, est-ce qu'il faut s'appeler sociodémocrate? Eh ben, je pense qu'ils vont plus mal que nous, les sociodémocrates. Et c'est parce que justement, on a abandonné une part de ce qu'était notre histoire. Je pense par exemple au rapport à l'État, qui évidemment ne doit pas être un étatisme bélant, mais notre rapport à l'État est spécifique au socialisme français. Or, il y a un besoin d'État. Quand vous voyez aujourd'hui dans l'industrie, s'il n'y a pas à nouveau l'État qui est là pour coordonner des branches industrielles, on n'aura pas de remontée industrielle. Dans bien des domaines, l'État est nécessaire. Maurice Ulrich, l'idéologie est très solide, mais l'étiquette PS a parfois fait fuir les électeurs, surtout cette année. Alors, est-ce qu'il faut la changer? C'est une question compliquée. Moi, j'aurais tendance à penser comme Madame Marie-Noëlle Lienemann, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a c'est pas seulement des identités, ce sont des parcours historiques. Enfin, ça existe, l'histoire, ça existe. Malheureusement, effectivement, je pense qu'un certain nombre de gens aujourd'hui, et notamment ces nouveaux députés En Marche qui croient qu'ils vont tout inventer, oublient un peu qu'il y a une histoire, notamment une histoire sociale en France, une histoire politique forte. Je ne sais même pas s'il y en a qui savent qu'il y a eu le Front populaire. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, je schématise un peu, mais quand même, je ne suis même pas sûr. Mais non, mais qu'il y a eu ces élans formidables de la société française avec à la fois des mobilisations, peut-être sont-ils aussi en train d'en créer, c'est une nouvelle émergence, des mobilisations sociales et des grands courants politiques dont évidemment le Parti socialiste fait partie. Enfin, pensons à Jaurès, pensons etc. Donc tout ça, ça existe et effectivement, moi je suis pas pour brader, je dirais, ce qui ne sont pas des identités au sens identitaire, mais ce qui est le reflet, la signification d'une histoire. Et simplement un mot, mais je suis un peu inquiet quand j'entends Jean-Christophe Cambadélis comme il vient de le faire, parce que qu'est-ce que ça signifie
signifie ce truc de renvoyer tout d'un coup Mélenchon, Macron et Marine Le Pen comme il vient de le... Mais on dirait qu'il a rien appris. On dirait qu'il n'a rien appris et qu'il est là en train... Oui, alors les autres, c'est pas bien, etc. Mais nous... Non, mais c'est ridicule. Hein. Franchement, j'ai l'impression que, oui, il n'a rien appris. Alors, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que des fois, quand on veut oublier les mots, on veut aussi oublier les idées. On veut devenir un espèce de marshmallow tactique. Et bien sûr, mais bien sûr. La dureté de ce que vit la France, ce qui se passe partout dans le monde, on voit la tension où reviennent de la géopolitique, devient de la politique au sens moins économique, même si la question économique et sociale mérite un truc. Moi, je suis étonnée qu'on ne soit même pas capable de se révolter dans ce pays, de voir que le CAC 40 augmente de 30%, que son chiffre d'affaires augmente de 6%, c'est-à-dire qu'il prélève plus que le truc, et que par ailleurs on vote le même jour la loi travail, où on explique aux gens que si on n'est pas compétitif, c'est parce qu'eux ils sont pas assez flexibles et qu'ils font pas assez d'efforts. Là je dis quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais le mot socialiste, ça veut dire ça aussi. L'injustice sociale, jamais. Voilà. Et ceux qui veulent changer de nom s'accommodent aussi. Non, mais il y a des mots comme le mot socialisme, mais moi je pense aussi au mot communisme, avec des sens différents, puis une histoire un peu lourde, un peu trop chargée, mais qui ne sont pas des slogans, qui sont des concepts. Vous voyez, le mot socialiste, je suis désolé, c'est un concept, ce n'est pas... voilà. Alors, dernier thème de la soirée, faut-il vendre le siège du parti, rue de Solferino? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, on va regarder ce sujet et on en parle après, tout le monde n'est pas d'accord. Une faillite politique doublée d'une faillite financière. La débâcle des dernières élections législatives a fait perdre des millions d'euros au Parti socialiste. Avec à peine une trentaine de députés élus, sa dotation publique va fondre comme neige au soleil. Elle passera à partir de l'année prochaine de 25 millions à 8 millions d'euros par an. Le parti va donc devoir se serrer la ceinture et peut-être vendre son plus bel actif, son siège, rue de Solferino. Un hôtel particulier de 3000 m² situé dans le quartier cossu des ministères, le 7e arrondissement. Une simple éventualité pour le moment, selon sa direction. Nous travaillons sur des hypothèses. Et donc, nous allons débattre collectivement au sein de nos instances sur ces hypothèses-là. Le bâtiment pourrait être simplement hypothéqué, comme en 1993, mais sa vente rapporterait plus de 40 millions d'euros à un parti fragilisé financièrement. Une cession que certains caciques voient d'un bon œil. Elle serait porteuse de symboles, celui d'une formation politique plus modeste, mais aussi plus proche de sa base électorale populaire, un point de vue pas nécessairement consensuel. Moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui vont solder l'héritage de François Mitterrand comme ça. Pour remettre le PS à flot, une autre hypothèse est à l'étude, un plan de licenciement qui pourrait toucher près de la moitié des 110 salariés du parti. Et on parle aussi de ce plan de licenciement, la situation est très compliquée quand même. Oui, bon, cela dit, si on peut trouver une autre solution que de vendre le siège... Vous préféreriez? Moi, je n'aime pas qu'on vende les actifs. Vous voyez, par exemple, on passe notre temps à vendre du capital public, à réduire la voilure du capital public, soi-disant pour combler les trous budgétaires, ça ne comble rien du tout, soi-disant pour renforcer l'innovation, et on n'a pas besoin de ça pour innover dans ce pays. Donc, personnellement, vendre les actifs, ce n'est pas ma tasse de thé. Néanmoins, un parti, ce n'est pas des murs. Hein. Un parti, c'est d'abord des moyens d'agir, et évidemment un siège. Moi, ça ne me traumatiserait pas qu'on ait un siège dans un endroit moins branché que la rue de Solferino et plus modeste. J'aimerais mieux un siège qui vit, qui est une ruche active, qu'un bel immeuble qui est vide d'âme et de militantisme. Allez, dernière question, c'est un peu la promesse de cette émission, ce ne sera pas la mienne de question, c'est la question d'un internaute. François vous demande, Madame Nilidman, vous ayant écouté pendant des mois, pourquoi avez-vous abandonné de façon si soudaine les primaires de la gauche? Parce que je sentais que ces primaires avaient du mal à prendre. Je faisais le tour de France et beaucoup de gens me disaient c'est bien Marie-Noëlle, mais la division de la gauche du PS va nous être fatale et nous risquons d'avoir Manuel Valls très vite ou François Hollande comme candidat. Donc moi je suis pour l'unité en général et donc déjà dans mon parti je me faisais 3 candidats de gauche, Montebourg, Hamon et moi-même. De l'aile gauche de la gauche. De la gauche, enfin la gauche du PS, oui. de la gauche de la gauche. Oui, de l'aile gauche donc, du PS. À partir de là j'ai trouvé que manifestement selon les sondages je n'étais pas la première de ces 3.
comme quoi les sondages avaient tort, mais bon, il n'empêche que je pense... J'ai considéré qu'en plus, il y avait une attente de renouveau, de jeune génération, et que je pouvais apporter ma pierre à l'un comme à l'autre. C'est Benoît Hamon qui a été élu, j'ai apporté ma pierre à Benoît Hamon, et là, ça n'a pas suffi. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de Benoît Hamon, vous étiez plutôt proche. Est-il encore au Parti Socialiste? Il a annoncé qu'il quittait le Parti Socialiste. Oui. Bon, mais beaucoup de ses amis y sont restés. Ce que je crois, c'est que Benoît veut créer un mouvement transpartisan. Il ne veut pas faire un autre parti qui serait concurrent du Parti Socialiste. Et il considère qu'il veut mettre son énergie à créer ce mouvement transpartisan. Moi, je suis plutôt dans la phase aujourd'hui où je continue mon application pour essayer d'espérer que le Parti Socialiste fasse ce choix stratégique de débattre avec toute la gauche, sans exclure, et même avec Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, merci à Maurice Ulrich d'avoir participé à ce live politique. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.